Bonjour Frédéric Pechnard. Bonjour. Vous êtes vice-président du Conseil régional d'Île-de-France. Vous êtes, j'allais dire aussi et surtout en ce moment, et en tout cas on va parler de ça, vous êtes l'ancien patron de la police nationale et vous avez été le patron de la BRI, c'est-à-dire la brigade criminelle. Vous signez un livre, Lettre à un jeune flic, un livre qui est censé convaincre les jeunes de s'engager ou expliquer aux jeunes flics tout ce qu'ils vont trouver s'ils s'engagent dans la maison. Les convaincre ou les décourager? Les convaincre. Ce livre, c'est deux choses. C'est un cri d'amour pour la police et un cri d'alerte pour les politiques. Mais fondamentalement, ce que je dis, j'ai eu l'occasion de recevoir beaucoup de jeunes qui voulaient rentrer dans la police ou de jeunes policiers. Et ce que je leur dis, c'est que c'est un métier formidable, c'est un métier passionnant, un métier difficile. Mais que si c'était à refaire, si j'avais 20 ans aujourd'hui, je serais de nouveau policier. Et vous auriez le même espoir, les mêmes rêves? Oui, bien sûr. Ouais. Je crois qu'on traverse une période qui est extrêmement difficile, disons depuis 2014-2015. Cette période, j'espère qu'elle ne durera pas trop longtemps, mais il faut toujours les mêmes qualités pour être policier et peut-être aussi les mêmes défauts. Période extrêmement difficile, dites-vous. On a vécu il y a quelques jours la manifestation la plus importante depuis 20 ans. 20 000 policiers dans la rue. C'est quoi? C'est presque un policier sur 5 ou sur 6, ce qui est considérable, absolument considérable. C'est considérable, d'autant plus que les policiers n'ont pas le droit de faire grève, oui. Et donc les policiers doivent rester à leur poste, et vous avez des pourcentages. Donc en fait, ceux qui sont venus manifester, c'est tous ceux qui pouvaient manifester. C'est donc très important en nombre, et très important aussi, vous l'avez dit, sur le symbole, puisque tous les syndicats ont appelé cette manifestation, tous les syndicats unis, et ça n'avait pas eu lieu, une telle manif, depuis 2001. Depuis 2001, depuis presque 20 ans. Cette manif plus les événements de la préfecture de police dévoilent un malaise absolument important. Comment le traiter? Par quoi on commence pour traiter ça? On commence par deux choses. On lance d'abord un plan de modernisation de la police. Les policiers se sentent déclassés, se sentent humiliés, méprisés par les politiques parce qu'ils travaillent dans des conditions indignes. Moi, je suis frappé, je me déplace beaucoup en Île-de-France, par la vétusteté du matériel et surtout par la vétusteté des locaux. Oui, mais il y a encore pas longtemps. Tous les politiques, tous les ministres de l'Intérieur disent on a fait des efforts incroyables, on a fait mieux que nos prédécesseurs, on met tant d'argent sur les voitures, les gilets pare-balles, les uniformes, les locaux. C'est faux? Absolument, c'est parfaitement faux. C'est-à-dire que le budget de la police augmente, c'est vrai, mais ce qui augmente, c'est la masse salariale, et après tout, tant mieux pour les policiers. Et par contre, le reste, l'investissement, diminue. Je vais vous donner un chiffre tout simple. Quand j'étais directeur général de la police, l'investissement, c'était 20% de mon budget. Donc j'avais 20% pour construire des commissariats, équiper les hommes, etc. Aujourd'hui, c'est 10%. Donc 10%. Vous avez une masse salariale qui augmente, qui est 90% du budget, ce qu'on appelle le hors titre 2, l'investissement qui diminue. C'est ce que j'appelle dans mon livre la paupérisation de la police nationale. Et c'est un signal qui est très inquiétant parce que les policiers se sentent déclassés, notamment à cause de ça. Donc c'est une question de budget? Oui, bien sûr. C'est comme ça qu'on commence à traiter le malaise des policiers? Oui. Le budget? Oui, c'est une question de budget. Alors, je fais des propositions à budget constant. Et puis, il y a autre chose qu'on peut dire, c'est que quand l'État dépense 1 000 €, vous avez tous reçu votre feuille d'impôt, et il y a un camembert, quand l'État dépense 1 000 €, il en dépense 60 € pour la sécurité au sens large, justice, intérieur et défense. Défense, donc les armées. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il dépense 7% ou 8%, ce qui permettrait de faire face à ces difficultés. Et puis, je crois qu'il faut absolument, impérativement, payer maintenant, tout de suite, les heures supplémentaires. 300 millions d'euros. Qui s'accumulent. 300 millions d'euros d'arriérés, c'est ça? Oui, c'est ça, à peu près. Bon, et c'est un effort qui, aujourd'hui, par heure de portée, j'ai regardé le budget, 26 millions cette année consacré au paiement des heures supplémentaires, ou en tout cas à la tentative de faire dégonfler cette poche, je pense cette poche de la honte, au fond. Oui, il en faut à peu près 60 millions d'euros par an pour le flux, et puis il faut résorber le stock, bien sûr, mais c'est surtout le flux qui est important. Vous savez, vous avez des policiers qui ont travaillé tous les samedis depuis 1 an, pratiquement, évidemment, et qui n'ont pas touché 1 € de plus. Ce n'est pas une situation qui est admissible. Voilà. Et comment ça se fait? Je veux dire, comment est-ce que les politiques, vous leur parlez, vous avez été du côté de la majorité, aujourd'hui vous êtes plutôt du côté de l'opposition, même si vous avez été dragué par Emmanuel Macron pour rejoindre le ministère de l'Intérieur récemment, mais comment est-ce que vous pouvez expliquer que cette évidence-là ne se traduise pas en chiffres dans les budgets de la police? C'est parce qu'il y a dans notre pays une pauvreté intellectuelle extraordinaire sur le débat sur la sécurité. C'est pas compliqué quand même. Ça se résume, c'est pas difficile, vous pouvez entendre à peu près n'importe qui, ça se résume toujours par plus d'effectifs. Or, c'est pas le sujet. Ça, le sujet. Non, le sujet, c'est d'abord quelle mission on veut donner aux policiers, et en fonction de ça,
on ajuste les effectifs, bien sûr, et quels moyens? Moyens en effectifs, mais moyens également en matériel. Je ne sais pas, si vous mettez 10 policiers de plus à un endroit, mais qu'ils ne peuvent pas s'asseoir, ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas de voiture, on comprend vite que ça ne servira à rien. Et puis il y a un aspect qui est très important et qui est relativement nouveau, c'est l'investissement dans les technologies. On a besoin de caméras, on a besoin surtout de police technique et scientifique. Vous savez, dans les 30 dernières années, on a augmenté le taux de résolution des affaires d'homicide de 20%. Pourquoi ? Il y a toujours autant d'hommes qui travaillent dans les brigades criminelles, ce sont toujours les mêmes policiers qui sont des policiers remarquables. La différence, c'est la police technique et scientifique, et notamment l'ADN. Tout ça coûte cher, mais si on n'a pas d'argent, eh bien on ne progressera pas. Donc il faut faire des choix. Ces choix, c'est 1, quelle mission pour la police, 2, quels moyens, en effectif et en investissement. En effectif, dites-vous, vous avez été patron de la police, en tout cas vous avez été dans la grande maison à un moment où les effectifs ont été réduits. C'était l'époque où Nicolas Sarkozy était président. Il y avait une tendance à réduire les effectifs de police. Est-ce que ça n'est pas une tâche originelle, non pas pour vous, mais dans l'univers politique et dans la question politique du Vous savez, on me reproche toujours ça. Moi, j'ai été policier pendant 30 ans. J'ai été des années à la brigade criminelle et j'ai eu l'honneur de diriger la police pendant 5 ans. Et la seule chose qu'on me reproche depuis 7 ans, c'est que les effectifs aient diminué. Franchement, un sujet quand même. Si c'était à refaire, j'hésiterais pas une seconde. Voilà. Parce que ce que je veux dire, c'est que les effectifs ont diminué, mais parallèlement, l'argent que j'ai récupéré, je m'en suis servi pour l'investissement. Donc il y a des choix à faire. Donc c'est les fameux 20%, oui, c'était le bon choix à l'époque? Oui, bien sûr. Ouais. D'autant plus que la période n'était pas du tout la même que maintenant. Il faut aussi comparer ce qui est comparable. De 2007 à 2012, la délinquance était en phase de diminution, continuait à diminuer. On n'avait pas de mouvements sociaux aussi durs, ou en tout cas ils étaient mieux gérés que les Gilets jaunes. Et puis en ce qui concerne le terrorisme, on a fini le quinquennat par cette abominable affaire Mera, mais avant, on avait eu une relative tranquillité. Rien à voir donc avec ce qu'on connaît maintenant. Ce qui se passe depuis 2012. Voilà. Et il est donc logique que les moyens soient mis en priorité quand les choses vont moins bien. Un attentat au cœur de la préfecture de police, comment est-ce que c'est possible? C'est incompréhensible. Franchement, c'est incompréhensible. Hier, je le disais encore, et je recevais des petits messages de camarades qui sont d'anciens policiers, d'anciens préfets, et qui me disent « t'as raison, on ne comprend pas. Comment c'est possible qu'on ait un converti à l'islam dont il y a un premier signalement en 2015. Je ne dis pas que ce soit simple, mais un premier signalement. Il y a d'autres signaux, le fait qu'il aille dans une mosquée salafiste, le fait qu'il refuse de serrer la main aux femmes. Si j'en crois, moi, ce que j'ai comme information, c'est ce que dit Jean-François Ricard, qui est le procureur antiterroriste. Donc j'ai tout lieu de croire qu'il a accès à la procédure et que toutes ces choses sont parfaitement vraies. Bon. Comment on peut garder dans un service antiterroriste quelqu'un qui a ce profil? Comment est-ce que le risque, même un risque faible, n'a pas pu être pris en compte. Ouais. Évidemment, c'est quelqu'un qu'il fallait au moins déplacer. Bien sûr. Habilité secret défense. Qui est responsable? Je ne sais pas. Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus dans cette affaire. Je voudrais connaître, en tant que citoyen, et puis en tant qu'ancien flic, bien sûr, mais en tant que citoyen, je voudrais savoir où ça a dysfonctionné, pourquoi ça a dysfonctionné, et qu'on prenne un certain nombre de mesures pour que ça ne se reproduise plus. Aujourd'hui, on a probablement dans la nature, je ne sais pas où, j'espère que c'est resté sur le bureau ou au domicile du mis en cause. Cette fameuse clé USB qui a été retrouvée. Avec des noms, des adresses, des collègues qui travaillent sur le terrorisme, peut-être aussi des cibles sur lesquelles les collègues de l'antiterrorisme travaillent. C'est évidemment un fait qui est extrêmement grave et qu'il faut prendre avec le plus grand sérieux. Est-ce que Christophe Castaner a un problème d'autorité sur sa maison ? Non, je ne crois pas. Puis une fois de plus, moi, je trouve que le procès qu'on fait à M. Castaner, il cache la réalité. C'est l'arbre qui cache la forêt. La réalité, c'est pas de savoir si c'est un bon ministre ou pas un bon ministre. La réalité, c'est de savoir comment c'est possible. J'en sais rien. J'en sais rien. Puis je vous dis, je veux pas parler de problèmes personnels. C'est pas quelque chose qui m'importe parce que quand on s'acharne sur un individu, on passe à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est comment ça a été possible. Voilà. Comment il n'a pas été détecté. Et s'il a été détecté, pourquoi on n'a rien fait? C'est ça les vraies questions qui se posent aujourd'hui. Et ensuite, comment on va faire demain pour que ça ne se reproduise plus? Il y en a d'autres. Il y a d'autres. On lit qu'il y a une quinzaine de personnes qui, dans ce ministère de l'Intérieur, au sens large, sont en tout cas signalées, pas forcément fichées, mais sont signalées comme ayant un comportement qui est à risque. Est-ce qu'il faut les écarter, ceux-là? Moi, je pense qu'il y a... moi, j'ai les chiffres qui sont un peu différents. On me dit une trentaine de radicalisés. Qu'est-ce que c'est qu'un radicalisé? Vous savez, c'est pas si simple parce que vous avez des musulmans qui ont le droit de vivre leur foi, d'être policiers, aucune difficulté, des terroristes qui ont vocation à aller en prison, évidemment, et puis il y a une zone grise. Et cette zone grise, cette zone dangereuse, c'est le radicalisé. La définition, pour moi, elle est assez simple. C'est celui qui met la loi religieuse
au-dessus de la loi de la République. Quand par exemple vous avez quelqu'un qui refuse de serrer la main des femmes ou, comme c'est arrivé il n'y a pas longtemps, qui refuse d'obéir, d'être sous les ordres d'une femme, là on voit bien qu'il met la loi religieuse au-dessus de la loi de la République et là les sanctions doivent être immédiates. On ne peut pas garder dans un service de renseignement ou dans un service de police quelqu'un qui offre une telle vulnérabilité. Lettre à un jeune flic, Frédéric Pechnard, c'est chez Talandier. Tout ce que vous voulez savoir sur le métier de flic, ses avantages, ses dangers et au fond l'excitation que procure ce métier lorsqu'on le fait à fond comme vous. Merci Frédéric Pechnard. Merci.